parler parce qu'il enregistre le son aussi. Voyage à travers un miroir sensible au reflet d'un monde réel ou rêvé, où s'animent sous nos yeux des personnages vivants parfois plus vrais que vrais. Voyage vers un nulle part ailleurs, suggéré ici même. Voyage dans un autre temps, au nôtre différent, au nôtre ressemblant. Le XVIIIe siècle, le siècle que l'on nomme encore le siècle des Lumières, a vu fleurir les idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Les anciens régimes vacillaient et l'époque verra fleurir la Constitution américaine, la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les premières tentatives de l'abolition de l'esclavage.
60 ans avant ces bouleversements, Marivaux, l'ami des femmes, de certains philosophes et des comédiens italiens, a légué à notre théâtre moderne certaines de ses plus belles scènes. Et la nouvelle colonie, la pièce que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de jouer devant vous, a été créée en 1729, dans une première version défendue par la troupe éclairée par la magnifique Silvia, une sublime actrice d'origine italienne. Comme on pouvait le redouter, un chahut organisé a conduit à l'échec mémorable dès la première représentation de cette comédie dans laquelle les femmes ont assez d'ambition pour vouloir s'émanciper du rôle que les hommes leur ont toujours imposé. Heureusement, 20 ans plus tard, Marivaux va donner au théâtre de société qui mêlait avantageusement comédiens amateurs et professionnels une seconde version de sa pièce. Et c'est cette comédie, cette nouvelle utopie, que nous vous proposons de goûter avec nous ce soir. Vive Marivaux, vive les femmes, vive la comédie, et place au jeu du théâtre. Madame Sorbin, ou plutôt ma compagne, car vous l'êtes, puisque les femmes du tiers-état vous ont revêtu du même pouvoir dont les femmes nobles m'ont revêtu moi-même. Donnons-nous la main, unissons-nous, et n'ayons qu'un seul esprit toutes les deux. Conclusion. Il n'y a plus qu'une femme et qu'une pensée ici. Nous voici chargés du plus grand intérêt que notre sexe ait jamais vu. Et cela dans la conjoncture du monde la plus favorable pour discuter de notre droit vis-à-vis des hommes. Oh, cette fois-ci, messieurs, nous compterons ensemble. Depuis qu'il a fallu nous sauver avec eux dans cette île où nous sommes fixés, le gouvernement de notre patrie a cessé. Oui, et il en faut un tout neuf, ici. L'heure est venue. Nous voici en passe d'avoir justice et de sortir de l'humilité ridicule qu'on nous a imposée depuis le commencement du monde. Plutôt mourir que d'endurer plus longtemps ces affronts. Fort bien. Mais vous sentez-vous en effet un courage qui réponde à la dignité de votre emploi? Tenez, aujourd'hui, la vie ne m'importe peu. En un mot commençant, je me sacrifie. Madame Sorbin veut vivre dans l'histoire et non pas dans le monde. Je vous garantis un nom immortel. Nous, dans 20 000 ans, nous serons encore la nouvelle du jour. Et quand même, nous ne réussirions pas. Nos petites filles réussiront. Les hommes ne reviendront jamais.
La femme sera libre, la femme sera libre, la femme sera libre et égale à l'homme. La femme sera libre, la femme sera libre, la femme sera libre et égale à l'homme. Il y aura des femmes pour écrire la loi. L'avenir le réclame, tous les hommes et les femmes auront les mêmes droits. La femme sera libre, la femme sera libre, la femme sera libre et égale à l'homme. La femme sera libre, la femme sera libre, la femme sera libre et égale à l'homme. Instruisez-moi, cher Artémis. Il y a ici un certain monsieur Timagène qui court après votre cœur. Court-il encore? N'en a-t-il pas pris? Ce serait là un sérieux sujet de faiblesse humaine. Prenez-y garde. Qu'est-ce que Timagène, Madame Sorbin? Je ne le connais plus depuis notre projet. Tenez ferme et ne songez qu'à m'imiter. Qui? Moi? Et où est l'embarras? Je n'ai qu'un mari. Est-ce que cela coûte à laisser? Ce n'est pas là une affaire de cœur. Oh, j'en conviens. Les hommes vont bientôt se réunir afin de choisir ceux qui nous feront des lois. Eh bien, On a battu le tambour pour convoquer l'Assemblée, et bien il n'y a que faire battre le tambour aussi. Pour enjoindre à nos femmes d'avoir à mépriser les règlements de ces messieurs et dresser tout de suite une belle et bonne ordonnance de séparation d'avec les hommes, qui ne se doutent encore de rien. c'était mon idée. Sinon, qu'au lieu du tambour, je voulais faire promulguer notre ordonnance au son de la trompe. Oui, là, la trompe est excellente et fort convenable. Pardon, belle Artémis, je ne vous croyais pas si près. Qu'est-ce que c'est que tu veux, ma femme? Nous sommes pressés. Oh là là, doucement. Je veux vous voir, monsieur Sorbin. Bonjour. N'avez-vous rien à me communiquer par hasard? Non. Que veux-tu que je te communique, si ce n'est le temps qu'il fait ou l'heure qu'il est? Et vous, Timagène, que m'apprendrez-vous? Parle-t-on des femmes parmi vous? Non, madame. Je ne sais rien qui les concerne, on n'en dit pas un mot. Pas un mot. C'est fort bien fait. Mais dites-moi, Timagène, où allez-vous tous d'un air si pensif? Au conseil, où l'on nous appelle, et où la noblesse et les notables d'une part et le peuple de l'autre nous menacent. Cet honnête homme et moi de nous nommer pour travailler aux lois, et j'avoue que mon incapacité me fait déjà trembler. Quoi, mon mari, vous allez faire des lois? Hélas, c'est ce qui se publie et ce qui me donne un grand souci. Pourquoi, monsieur Sorbin? Quoique vous soyez massif et d'un naturel un peu lourd, je vous ai toujours connu un très bon gros jugement qui viendra fort bien dans cette affaire-ci. Et puis je me persuade que ces messieurs auront le bon esprit de demander des femmes pour les assister, comme de raison. Oh, tais-toi avec tes femmes, il est bien question de rire. Mais vraiment, je ne ris pas. Oh, tu deviens donc folle. Pardi, monsieur Sorbin. Vous êtes un petit élu du peuple bien impoli. Par bonheur, cela passera avec une ordonnance. Je dresserai des lois aussi. Moi, toi? Qu'y a-t-il là de si plaisant? Elle a raison, elle en fera. Et j'en ferai de même. Vous, madame? Des lois? À
Assurément. Bien, tant mieux, faites, amusez-vous. Jouez une farce. Mais gardez-nous votre drôlerie pour une autre fois. Cela est trop bouffon par les temps qui courent. Pourquoi? La gaieté est toujours de saison. La gaieté, t'imagines? Notre drôlerie, monsieur Sorbin? Courage, on vous en donnera de la drôlerie. Laissons-la sérieuse, Seigneur Timagène, et allons-nous-en. Adieu, femme. Grand merci de ton assistance. Attendez. J'aurais une ou deux réflexions à communiquer à monsieur l'élu de la noblesse. Parlez, madame. Un peu d'attention. Nous avons été obligés, grands et petits, nobles, bourgeois et gens du peuple, de quitter notre pays pour éviter la mort ou pour fuir l'esclavage de l'ennemi qui nous a vaincus. Cela m'a l'air d'une harangue. Remettons-le à tantôt, le loisir nous manque. Paix! Malhonnête! Écoutons. Nos vaisseaux nous ont portés dans ce pays sauvage. Et ce pays est bon. Non, et nos femmes y babillent trop. Quoi encore? Le dessein est formé d'y rester. Et comme nous y sommes tous arrivés pêle-mêle, que la fortune y est égale entre tous, que personne n'a le droit d'y commander et que tout y est confusion, il faut des maîtres. Oui, il en faut un ou plusieurs. Il faut des lois. Eh, c'est à quoi nous allons pourvoir, madame. On nous attend pour cet effet. Et qui, nous? Qui entendez-vous par nous? Et pardi, nous entendons nous. Nous, ce ne peut être d'autres. Doucement. Ces lois, qui est-ce qui va les faire? De qui viendront-elles? De nous. Des hommes. Apparemment. Ce maître ou bien ces maîtres, de qui le tiendra-t-on? Des hommes. Et apparemment. Qui sera-t-il? Un homme. Et qui d'autre? Toujours des hommes et jamais des femmes. Qu'en pensez-vous, Timagène? Car le gros jugement de votre adjoint ne va pas jusqu'à comprendre ce que je veux dire. J'avoue, madame, que je n'entends pas bien la difficulté non plus. Vous ne l'entendez pas. Il suffit. Laissez-nous. Dis-nous donc ce que c'est. Tu me le demandes. Va-t'en. Mais madame... Mais monsieur! Vous me déplaisez. Là. Qu'allait-elle dire? Va porter ta face d'homme ailleurs. Vous m'affligez, madame, si vous me laissez partir sans m'instruire de ceux qui vous indisposent contre moi. Partez, monsieur. Vous le saurez au retour de votre conseil. Le tambour dira le reste. Le tambour est le son de la trompe. Non, un fifre trop trompette. Il ne m'importe guère. Allons, monsieur Timagène. Dans l'inquiétude où je suis, je reviendrai, madame, le plus tôt qu'il me sera possible. C'est nous faire un nouvel outrage que de ne nous entendre pas. C'est l'ancienne coutume d'être impertinent de père en fils qui leur bouche l'esprit. Savants ou ignorants, obstinés et crédules ou méprisants, les hommes restent persuadés que les femmes leur sont en capacité et en mérite résolument inférieurs. Mais il est pourtant aisé de remarquer que notre seule différence avec eux ne regarde que le corps. Aussi ancien que le monde, aussi étendu que la terre, le préjugé le plus partagé semble être celui qui a fondé l'idée de cette prétendue inégalité. Ce n'est pas la nature, c'est l'éducation, c'est l'existence sociale qui demeure la cause de cette absurdité. Madame Sorbin! Je viens à vous, vénérable et future belle-mère. Vous m'avez promis la charmante Lina, et je suis bien impatient d'être son époux. Je l'aime tant que je ne saurais supporter l'amour sans le mariage. Écartez ce jeune homme, Madame Sorbin. Les circonstances présentes nous obligent de rompre avec toute son espèce.
Vous avez raison. C'est une fréquentation qui ne convient plus. J'attends réponse. Que faites-vous là, Percinet? Hélas, je vous intercède. Et j'accompagne ma non-pareille Olina. Retournez-vous-en. Qu'il s'en retourne, mais d'où vous vient ma Je mère? veux qu'il s'en aille. Il le faut. Le cas le requiert, il s'agit d'une affaire d'État. Écartez-vous, jeune homme, et ne nous approchez plus jusqu'à la paix. Adieu, Percinet. Jusqu'au revoir. N'obstinez point, ma mère. Mais qui a rompu la paix? Maudite guerre! Pourquoi donc le maltraitez-vous, ma mère? Est-ce que vous ne voulez plus qu'il m'aime et qu'il m'épouse? Nous sommes dans une occurrence où l'amour n'est qu'un sot. Et le mariage, tel qu'il a été jusqu'ici, n'est plus qu'une pure servitude que nous abolissons. Abolir le mariage? Mais que mettra-t-on à la place? Rien. Cela est bien court. Lina, vous savez que les femmes jusqu'ici ont toujours été soumises à leur mari. Oui, madame, mais c'est une coutume qui n'empêche pas l'amour. Je te défends l'amour. Quand il y est, comment l'ôter? Je ne l'ai pas pris, c'est lui qui m'a prise. Et puis, je ne refuse pas la soumission. Comment? Soumise? Soumise! Petite âme de servante, soumise! Et cela peut-il sortir de la bouche d'une femme? Que je ne vous entende plus proférer cette horreur-là. Apprenez que nous nous révoltons. Ne vous emportez point. Elle n'a pas été de nos réflexions à cause de son âge. Mais je vous réponds d'elle dès qu'elle sera instruite. Oui. Je vous assure qu'elle sera charmée d'avoir autant d'autorité que son mari dans son petit ménage. Et quand il dira « je veux », de pouvoir répliquer « moi, je ne veux pas ». Je n'en aurai pas la peine. Percinet et moi, nous voudrons toujours la même chose. Nous en sommes convenus entre nous. Prends-y garde avec ton Percinet. Si tu n'as pas des sentiments plus relevés, je te retranche du noble corps des femmes. Reste avec mes camarades et moi pour apprendre à considérer ton importance. Et surtout supprime ces larmes qui font confusion à ta mère et qui rabaissent notre mérite. Les hommes disent que les femmes ont la faiblesse en partage. Cela peut être vrai en soi, mais ont-ils vraiment le droit de le dire et même de le penser? Examinez par exemple la distribution des devoirs dans le mariage et vous verrez si la balance est égale. Marier une fille à un brutal, il n'y a que trop de ces messieurs-là. Et de quel ton, quelquefois, ne parle-t-il pas à sa femme? Taisez-vous, je le veux. Laissez-moi en repos. Vous ne savez ce que vous dites. Je le veux. Que ce superbe, je le veux, est humiliant. Le dernier des esclaves s'y accoutume-t-il? Y a-t-il une âme pour qu'il ne soit pas sanglant? L'outragé se plaint-elle? C'est encore pire. Le brutal sans offense. Se révolte-t-elle? Elle est perdue. Les lois l'attendent pour la condamner, pour la punir de ne pas avoir eu la force de mourir dans le silence. Que doit-elle faire? Hélas, lui dira-t-on, cela est bien fâcheux. Tâchez de prendre patience. Vous ne trouverez de ressources que dans votre courage. Mais c'est comme si on lui disait « Souffre, pleure, gémis, soupire, et tâche de traîner ainsi jusqu'à la mort, d'attraper le mieux que tu pourras à la fin de ta vie.
Voilà les seuls remèdes que l'on sache à ta peine, la patience et la mort. Mais qu'on nous cite un seul article où nous, les femmes, nous ne sommes pas maltraitées. La femme a un amant. Elle trahit la fidélité conjugale. Point de quartier pour elle. On l'enferme, on la séquestre, on la déshonore. Mais qu'arrive-t-il à un mari qui est infidèle? Où sont les maris qu'on enferme, qu'on séquestre? Sont-ils seulement déshonorés dans le monde? Point du tout. Vénérable compagne, le sexe qui vous a choisi pour le défendre vient de juger à propos dans une nouvelle délibération de vous conférer des marques de votre dignité. Et nous vous les apportons de sa part. Amis, nous aurions volontiers supprimé le faste dont on nous parle. Il nous aurait suffi d'être ornés de nos vertus. C'est à ces marques-là qu'on doit nous reconnaître. N'importe, prenons toujours. Ce sera deux parures au lieu d'une. Nous acceptons cependant la distinction dont on nous honore. Et nous allons nous acquitter de nos serments. Je fais vœu de vivre pour soutenir les droits de notre sexe opprimé. Je consacre ma vie à sa gloire. J'en jure par ma dignité de femme, par mon inexorable fierté de cœur et par l'indocilité d'esprit que j'ai toujours eue dans mon mariage et qui m'a préservée de l'affront d'obéir à feu mon bourru de mari. J'ai dit. À vous, Madame Sorbin. Approchez ma fille. Écoutez-moi et devenez à jamais célèbre, seulement pour avoir assisté à cette action si mémorable. Voici mes paroles. Vous irez de niveau avec les hommes. Ils seront vos camarades et non vos maîtres. Madame vaudra partout monsieur, ou je mourrai à la peine. J'en jure par le plus gros juron que je sache, par cette tête de fer qui ne pliera jamais et que personne jusqu'ici ne peut se vanter d'avoir évu. On verra la fin du monde, la race des hommes s'éteindra avant que nous cessions de suivre vos avis éclairés. Embrassons-nous, mes amis. Notre serment mutuel vient de nous imposer de grands devoirs. Et pour vous exciter à remplir les vôtres, je suis d'avis de vous retracer en ce moment même une image de l'abaissement où nous avons langui jusqu'à ce jour. Cela s'appelle exhorter son monde avant la bataille. Allez, mesdames. Aux droits des femmes, même comme lorsque les plus avancés d'entre les hommes applaudissent aux idées d'égalité, j'ai pu remarquer, comme je l'avais toujours vu avant et comme je l'ai toujours vu après, que malgré eux, et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes auraient toujours l'air de vouloir nous aider, mais se contenteraient toujours de l'air.
Pendant ce temps, la femme reste, comme le disait le vieux Molière, le potage de l'homme. Prenons donc notre place, sans la demander, sans la mendier. Vous parlementeriez jusqu'à la fin du monde. Mais pour ma part, camarade, je n'ai jamais voulu être le potage de l'homme. Et je m'en suis allée à travers la vie, aux côtés de mes semblables, sans donner d'esclaves au César. L'oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n'en est pas devenue plus raisonnable. N'attendons pas que les hommes se corrigent d'eux-mêmes. Dans l'arrangement des affaires, il est entendu que nous n'avons pas le sens commun. Mais que voulez-vous? On nous crie dès le berceau. Vous n'êtes capable de rien, ne vous mêlez de rien. Vous n'êtes bon à rien qu'à être sage. On l'a dit à nos mères, qui l'ont cru, qui nous le répètent. On a les oreilles rebattues de ces mauvais propos. Nous sommes douces. La paresse s'en mêle. On nous mène comme des moutons. Oh, je ne suis qu'une femme, mais depuis que j'ai l'âge de raison, le mouton n'a jamais trouvé ses lavons. Je ne suis qu'une femme, dit Madame Sorbin. Cela est admirable. Cela vient encore de cette moutonnerie? Il faut qu'il y ait en nous une défiance bien louable de nos lumières pour avoir adopté ce jargon-là. Qu'on me trouve un homme qui en dise autant de lui. Vous n'êtes qu'une femme, dites-vous. Et que voulez-vous donc être pour être mieux? Pénétrons-nous donc un peu de ce que nous valons, non par orgueil, mais par reconnaissance, oui. Examinons ce que nous sommes et arrêtez-moi si j'en dis trop. Qu'est-ce qu'une femme? Seulement à la voir. En vérité, ne dirait-on pas que les dieux en ont fait l'objet de leur plus tendre complaisance? Oh, plus j'y rêve et plus j'en suis convaincue. Cela est incontestable. Absolument incontestable. C'est un fait. Regardez là, c'est le plaisir des yeux. Dites, des délices. Souffrez que j'achève. Écoutons. Un peu de silence. C'est notre chef qui parle. Et qui parle bien. Se taira-t-on? Car cela m'impatiente. Je recommence. Regardez là. C'est le plaisir des yeux. Les grâces et la beauté déguisées sous toutes ses formes, se disputant à qui versera le plus de charme sur son visage et sur sa figure. Nous y voilà. Venons à l'esprit et voyez combien le nôtre a pu paraître redoutable à nos tyrans. Jugez-en par les précautions qu'ils ont prises pour l'étouffer, pour nous empêcher d'en faire usage. C'est à filer, c'est à la quenouille, c'est à l'économie de leur maison, c'est au misérable tracas d'un ménage que ces messieurs nous condamnent. Véritablement, cela crie vengeance. Ou bien, c'est à savoir se prononcer sur des ajustements. C'est à les réjouir dans leur souper. C'est à leur inspirer d'agréables passions. C'est à régner dans la bagatelle. C'est à n'être nous-mêmes que la première de toutes les bagatelles. Voilà, voilà toutes les fonctions qui nous laissent ici-bas. À nous qui les avons polis, qui leur avons donné des mœurs, qui avons corrigé la férocité de leur âme. À nous, sans qui la terre ne serait qu'un séjour de sauvages qui ne mériterait même pas le nom d'homme. Les ingrats. Allons, mes amis. Supprimons dès ce jour les soupers. Et pour les passions, qu'ils les cherchent.
en maman comme en sang, qu'ils filent à leur tour. Il est vrai qu'on nous traite de charmantes, que nous sommes des astres, qu'on nous distribue des teints de lys et de roses, qu'on nous chante dans des vers où le soleil, insulté de honte, pâlit à notre aspect. Et qu'arrive-t-il si, par simplicité, nous nous entêtons du vil honneur de leur plaire et que nous nous amusons tout bonnement à être coquettes, car nous le sommes, il faut en convenir. Est-ce notre faute? Nous n'avons que cela à faire. Sans doute, mais ce qu'il y a d'admirable, c'est que la supériorité de notre âme perce encore à travers l'avilissement où nous tombons. Nous sommes coquettes, d'accord, mais notre coquetterie même est un prodige. Oh, tout ce qui part de nous est parfait. Quand je pense à tout le génie, toute la sagacité, toute l'intelligence que chacune de nous y met en se jouant et que nous ne pouvons mettre que là, cela est immense. Tant d'esprit n'aboutit qu'à renverser de petites cervelles qui ne sauraient le soutenir et qu'à nous procurer de sots compliments que leur vice et leur démence, et non pas leur raison, nous prodiguent. Leur raison ne nous a jamais dit que des injures. Allons! Point de quartier! Je fais vœu d'être laide, et notre première ordonnance sera que nous tâchions de l'être toutes. N'est-ce pas, camarades? D'être laide, il me paraît à moi que c'est prendre le gauche. Je ne serai jamais de cet avis-là non plus. Mais qu'est-ce qui pourrait en être? Quoi, sans les dire exprès pour se venger des hommes? Tout au contraire, embellissons-nous. Enfin, si c'est possible, afin qu'ils nous regrettent davantage. Oui, afin qu'ils soupirent à nos genoux et qu'ils meurent de douleur de se voir rebuter. Voilà ce qu'on appelle une indignation de bon sens. Et vous êtes dans le faux, Madame Sorbin. Tout à fait dans le faux. De 20 galants qui se meurent avec nous, il n'y en a quelquefois pas un qu'on ne réchappe. D'ordinaire. Vous les sauvez tous. Et ces mourants-là vous gagnent trop. On se rendra l'aide, mesdames. Oh, oh, vous n'y perdrez pas plus que moi. Oh, doucement, doucement. Cela vous plaît à dire. Vous ne jouez pas gros jeu, vous. Votre affaire est bien avancée. Mais elle ne fait pas si bon marché de ses grâces. On vous ne prendra jamais pour un as. Henri, me voilà bien ébahi. Dites donc, vous autres pain bêche, est-ce que vous croyez être jolie? Mais si nous vous ressemblons, à quoi est-il bon de s'en les dire? Et par où s'y prendre? Il est vrai que la Sorbin en parle bien à son aise. Oh! Comment donc? La Sorbin, m'appeler la Sorbin, me perdre le respect de cette manière. Vous avez tort, ma bonne. Et je trouve le projet de Madame Sorbin très sage. Oh, je le crois. Vous n'avez pas plus d'intérêt qu'elle. Qu'est-ce que ça signifie? M'attaquer, moi-même? Mais voyez ces guenons, avec leur vision de beauté. Oui, Madame Arténis et moi, si valons mieux que vous. Voulons, ordonnons et prétendons qu'on s'habille mal, qu'on se coiffe de travers, qu'on se noircisse le visage au soleil. Et pour contenter ces femmes-ci, notre édit n'acceptera qu'elles. Il leur est permis de s'embellir, si elles le peuvent. Juste ciel, quelle est grossière. N'a-t-on pas fait là le bon choix? C'est votre faute. Je vous l'avais dit, je ne voulais ni de cette artisane, ni de cette princesse. Je n'en voulais pas. Mais on m'a pas écouté. Ah! 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 J'avoue que les poings me démangent. Modérons-nous. Ce sont des folles. Nous avons une ordonnance à faire. Allons la tenir prête. Pardon. Allez-toi. Attends ici que les hommes sortent de leur conseil.
Ne t'avisez pas de parler à Percinet s'il venait au moins. Me le promets-tu? Oui, ma mère. Eh bien, nous avertir dès que les hommes paraîtront. Mesdames. Eh bien, Lina, ma chère Lina, contez-moi mon désastre. D'où vient que Madame Sorbin me chasse? Hélas, ce cher petit homme, si seulement je pouvais lui parler. Eh bien, vous le pouvez. Je ne suis pas ailleurs. Mais on me l'a défendu. On ne veut pas seulement que je le regarde, et je suis sûre qu'on m'épie. Quoi? Me retrancher de vos yeux? Il est vrai qu'il peut me parler, lui. On ne m'a pas ordonné de l'en empêcher. Lina, ma Lina, pourquoi me mettez-vous à une lieue d'ici? Si vous n'avez pas de compassion pour moi, je n'ai plus longtemps à vivre. Il me faut même actuellement un coup d'œil pour me soutenir. Si pourtant, dans l'occurrence, il n'y avait qu'un regard qui pût sauver mon Percinet. Oh, ma mère aurait beau dire, je ne le laisserai pas mourir. Ah, le bon remède. Je sens qu'il me rend la vie. Répétez, Mamour. Encore un tour de prunelle pour me remettre tout à fait. Et s'il ne suffisait pas d'un regard, je lui en donnerais 2, 3, autant qu'il faudrait. Me voilà un peu revenu. Dites-moi un peu plus à présent. Et parlez-moi de plus près. Et non en mon absence. Percinet ne sait pas que nous sommes révoltés. Révolté? Contre moi? Et que ce sont les affaires d'État qui nous sont contraires. Et de quoi se mêle-t-elle? Et que les femmes ont résolu de gouverner le monde et de faire des lois. Est-ce moi qui les en empêche? Il ne sait pas qu'il va, tout à l'heure, nous être enjoint de rompre avec les hommes, d'être laide et mal faite avec eux, de peur qu'il n'ait du plaisir à nous voir. Le tout par le moyen d'une ordonnance, au son de la trompe. Et moi, je défie toutes les trompes, toutes les ordonnances du monde. De vous défier d'être jolie. Sans mystère, porte ton nom fièrement. De naissance sans mystère, porte ton nom fièrement. Prends femmes qui seront mères de tes beaux petits enfants. Prends femmes qui seront mères de tes beaux petits enfants. Et ceux-là seront des pères et des hommes honnêtement. Et ceux-là seront des pères et des hommes honnêtement. Le plus utile dans les premières années, c'est de ménager la santé de l'enfant. La substance de leur cerveau est molle. Oui, mais elle se durcit tous les jours. Cette mollesse du cerveau fait que tout s'y imprime facilement. Et jointe à une grande chaleur, l'humidité et la mollesse du cerveau attisent l'agitation des enfants. Le cerveau des enfants, c'est comme une bougie allumée dans le vent. Ainsi, l'ignorance des enfants les rend souples et enclins à imiter tout ce qu'ils voient. Il faut leur porter de vrais principes. Voilà. Ça, c'est... Et préserver d'imiter le plus dur qu'ils ont devant les yeux. Il ne faut pas leur ouvrir les yeux sur leurs défauts, mais les concentrer à autre chose. Oui, et il y a un défaut qui est bien plus ordinaire chez les filles.
C'est celui de se passionner pour des choses des plus insignifiantes. Les filles naissent avec le désir violent de plaire. Et d'où l'importance de bien les élever dès leur plus tendre enfance. Il faut faire entendre aux filles combien l'honneur d'une bonne conduite est plus estimable que celle qu'elles tirent de leurs cheveux ou de leurs habitudes. Non! Seigneur Timagène, nous ne pouvons pas mieux choisir. Le peuple n'a pas hésité sur Monsieur Sorbin. Il n'a eu qu'une voix unanime pour vous. Gageons que nous sommes en de bonnes mains. Messieurs! Messieurs! Monsieur Sorbin! Monsieur Sorbin! Ces affaires d'État me coupent la gorge. Je suis abîmé. Vous croyez que vous aurez un gendre. Et c'est ce qui vous trompe. Madame Sorbin m'a cassé tout net. Et elle vous casse aussi. On ne veut plus des personnes de notre étoffe. Toute face d'homme est bannie. On va nous retrancher au son de la trompe. Et je vous demande votre protection contre ce tumulte. Que voulez-vous dire, mon fils? Qu'entendez-vous par tumulte? Une émeute, une ligue, un tintamarre, un charivari. Vous saurez que les femmes se sont mises tout en un tas pour être laides. Le monde va périr. Et le tout à cause de vos lois, que ces braves dames veulent faire en communauté avec vous. Et dont je vous conseille de céder la moitié de la façon, comme cela est juste. Ce qu'il nous dit est-il possible? Qu'est-ce que c'est que des lois? Une bagatelle, en comparaison de la tendresse des dames. Retirez-vous, jeune homme. Retirez-vous. Quel vertigo prend-il à tout le monde? De quelque côté que j'aille, on me dit partout, va-t'en. Je n'y comprends rien. Voilà donc ce qu'elle voulait dire tantôt. Vous le voyez. Heureusement, l'aventure est plus comique que dangereuse. Oh, ma femme est têtue. Et je gage qu'elle a tout ameuté. Attendez-moi là. Je vais voir ce que c'est. Je mettrai bon ordre à cette folie. Quand j'aurai pris mon ton de maître, je vous fermerai le bec à cela. Aujourd'hui, il est temps de changer. Ce nouveau pouvoir, il nous faut le partager. Aujourd'hui, il est temps d'exiger de revoir nos droits au mépris des préjugés. C'est ainsi, messieurs, nous bâtirons ensemble et face à vous, nous dirons nos choix, nos vœux. Si c'est non, ce n'est pas oui. Face au père et face au maître et face à nos maris. Messieurs, daignez répondre à notre question. Vous allez faire des règlements pour la République. N'y travaillerons-nous pas de concert? Hein? À quoi vous destinez-vous là-dessus? À rien. Comme à l'ordinaire. C'est-à-dire à vous marier quand vous serez fille, à obéir à vos maris quand vous serez femme, et à veiller sur votre maison quand vous serez mère. On ne saurait vous ôter cela, c'est votre lot. Est-ce là votre dernier mot? C'est ainsi, messieurs, nous bâtirons ensemble et face à vous, nous dirons nos Wow, 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 wow. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise plaisanterie, là? Seigneur Timagène, parlez-leur donc. Voulez-vous bien vous expliquer, madame? Lisez la fiche. L'explication y est. Elle vous
vous apprendra que nous voulons nous mêler de tout, être associés à tout et exercer avec vous tous les emplois, ceux de finance, de judicature et d'épée. D'épée, madame. Oui, d'épée, monsieur. Sachez que jusqu'ici, nous n'avons été poltronnes que par éducation. Mort de ma vie, qu'on nous donne des armes. Nous serons plus méchantes que vous. Et vous verrez qu'avant un mois, nous manierons le pistolet mieux qu'un éventail. Il n'y a que de l'habitude à tout. De même qu'au palais, à tenir audience, à être conseillère, intendant, capitaine ou avocat. Des femmes avocates. Vous n'y songez pas. Je pense qu'on ne nous disputera pas le don de la parole. La vraie dignité des femmes, c'est la réserve. Et le silence est leur plus grand talent. Il n'y a rien à rabattre. Aussi, lisez bien notre ordonnance, votre congé est au bas de la page. Seigneur Timogène, donnez vos ordres et livrez-nous de ces criailleries. Madame. Monsieur, je n'ai plus qu'un mot à dire. Profitez-en. Il n'y a point de nation qui ne se plaigne des défauts de son gouvernement. D'où viennent ces défauts? C'est que notre esprit manque à la terre dans l'institution de ces lois. C'est que vous ne faites rien de la moitié de l'esprit humain que nous avons et que vous n'employez jamais que la vôtre, qui est la plus faible. Voilà ce que c'est. Faute d'étoffe, la vie est trop courte. C'est que le mariage qui se fait entre les hommes et nous devrait aussi se faire entre leurs pensées et les nôtres. Oui. C'est là assurément une intention des plus naturelles. Elle n'est pas respectée. Et voilà la source de l'imperfection des lois. L'univers en est la victime et nous le servons en vous résistant. J'ai dit, il serait inutile de me répondre. Prenez votre parti, nous vous donnons encore 1 heure. Après quoi, la séparation est sans retour si vous ne vous rendez pas. Suivez-moi, Madame Sorbin. Retirons-nous. Notre part d'esprit salue la vôtre. Ah! Je vous trouve enfin, Madame Sorbin! Je vous cherchais. Vous avez dit à ce garçon que vous prétendiez ne plus fréquenter les gens de son étoffe. Apprenez-nous un peu la raison que vous entendez par là. J'entends tout ce qui vous ressemble, monsieur Sorbin. Comment dites-vous cela? Madame l'Ébouriffée. Mais, comme je le pense, monsieur le chapeau. Doucement, Madame Sorbin. C'est-il bien à une femme de perdre jusque-là les égards qu'elle doit à son mari? À l'autre, avec son jargon d'homme. C'est justement parce que je suis censée que cela se passe ainsi. Vous dites que je lui dois, mais il me doit de même. Quand il me paiera, je le paierai. Payez, monsieur Sorbin, payez. Payons tous. En tout pays, tout est naturellement fondé sur la force. Il est donc naturel que l'homme, supérieur par le corps et par l'esprit, soit reconnu maître de la femme, et celle-ci doit lui rester soumise. Vous
voyez bien que votre entreprise ne saurait se soutenir. Le courage nous manquera, peut-être. Que nenni, nos résolutions sont prises. Tout est résolu. Nos paquets sont faits. Mais où irez-vous? Toujours tout droit. Et de quoi vivrez-vous? De fruits, d'herbes, de racines, de coquillages, de rien. S'il le faut, nous chasserons, nous pêcherons, nous redeviendrons sauvages. Et notre vie finira avec honneur et gloire. Et non pas dans l'humilité ridicule où l'on veut tenir des personnes de notre excellence. Cela va jusqu'à la fureur. Répondez-lui donc. Savez-vous, Madame Sorbin, de quel bois je me chauffe? Et là, le pauvre homme avec son bois. C'est bien à lui de parler comme cela. Quel radotage. Du radotage? À qui parlez-vous, s'il vous plaît? Ne suis-je pas l'élu du peuple? Ne suis-je pas votre mari, votre maître et le chef de la famille? Vous êtes. Est-ce que vous croyez me faire trembler avec le catalogue de vos qualités, que je sais mieux que vous? Je vous prie de crier gare. Tenez, ne dirait-on pas qu'il est juché sur un arc-en-ciel? Vous êtes l'élu des hommes, et moi l'élu des femmes. Vous êtes mon mari, je suis votre femme. Vous êtes le maître, et moi la maîtresse. À l'égard de chef de famille, je rectifie, il y a deux chefs ici. Vous êtes l'un, et moi l'autre, partant quitte à quitte. Cependant, le respect d'une femme. Le respect est un sot! Finissons, Monsieur Sorbin, qui êtes mari élu, maître et chef de famille. Tout cela est bel et bon, mais écoutez-moi une dernière fois. Cela vaut mieux. Nous disons que le monde est une ferme. Vous autres, les hommes, depuis que la vie dure, vous avez été les fermiers tout seuls. Et cela n'est pas juste. Rendez-nous notre part de ferme. Gouvernez. Gouvernons. Obéissez, obéissons. Partageons le profit et la perte. Soyons maîtres et valets en commun. Faites ceci, ma femme. Faites ceci, mon homme. Voilà. Voilà comment il faut dire. Voilà le moule où il faut jeter les lois. Nous le voulons, nous le prétendons, nous y sommes butés. Ne le voulez-vous pas? Je vous annonce et vous signifie en ce cas que votre femme et qui vous aime, que vous devez aimer, qui est votre compagne, votre bonne amie, et non pas votre petite servante, à moins que vous ne soyez son petit serviteur. Je vous signifie que vous ne l'avez plus, qu'elle vous quitte, qu'elle rend le ménage. Voilà, j'ai parlé pour moi. Ma fille parlera pour elle. Approchez, Lina. J'ai fait mon office, faites le vôtre, dites votre avis sur les affaires du temps. Ma chère mère, mon avis... La pauvre enfant tremble de ce que vous lui faites faire. Vous en dites la raison, c'est que ce n'est qu'une enfant. Courage, Lina. Parlez bien et prononcez haut. Ma chère mère, mon avis, c'est... Comme vous l'avez dit, que nous soyons dames et maîtresses par égale portion avec ces messieurs. Que nous travaillions comme eux à la fabrique des lois. Sinon, que chacun s'en aille de son côté. Nous à droite, eux à gauche, du mieux qu'on pourra. Est-ce là tout, ma mère? Vous oubliez l'article de la main? C'est que c'est le plus difficile à retenir. Votre avis est encore que l'amour n'est qu'un sot. Ce n'est pas mon avis qu'on vous demande, c'est le vôtre. Hélas, le mien serait d'emmener mon amant et son amour avec
avec nous. Oui, mais on m'a commandé de lui déclarer un adieu, dont on ne verra ni le bout, ni la fin. Miséricorde! Allons, ma fille. Faites votre dernière révérence à M. Sorbin, que nous ne connaissons plus, et retirons-nous, sans retourner la tête. Cette séparation me procure la mort. Je n'irai pas jusqu'au souper. Je crois que... Vous avez envie de pleurer? Monsieur Sorbin! Je suis plus avancé que ça. Je contente mon envie. Si vous voulez voir de belles larmes, il n'y a qu'à regarder les miennes. J'aime ces extravagantes-là, plus que je ne pensais. J'excuse votre attendrissement. Il me faudrait peut-être les battre. Bah, ce n'est pas dans ma manière de coutume. Qui n'aime pas le beau sexe? Laissez-nous, petit homme. Il n'y a que vous qui portez des griffes. Et sans vous, nous partagerions la ferme. Personne n'est tigre. Il semble, une fois encore, que les femmes soient faites pour adoucir l'ardeur naturelle des hommes. Jupiter d'un regard peut gouverner la Terre, d'un regard elle pense gouverner Jupiter. Mais la force de l'homme est de se ressaisir, après l'instant troublé, concédé au plaisir. Et si leurs yeux parlants font plier l'imbécile, jamais un homme fort cède à l'appel d'un cil. Il y eut, dit-on, quelques femmes savantes, comme il y eut de mythiques guerrières, mais qui peut soutenir qu'il y en fût une dotée d'assez d'esprit pour gouverner le monde? Ah, mais, puisque les partis violents vous déplaisent, messieurs, il me vient une idée. Voulez-vous vous en fier à moi? Soit, agissez, nous vous donnons nos pouvoirs. Et même ma charge avec, si on me le permet. Courez, Percinet, rappelez les femmes. Hâtez-vous, elles ne sont pas loin. Mon pardi, je vais comme le vent. Je saute comme un cabri. Voulez-vous que nous nous retirions? Oui. Mais, comme nous pourrions bien avoir la guerre avec les sauvages de cette île, revenez dans quelques moments nous dire qu'on les voit descendre en grand nombre de leurs montagnes et qu'ils viennent nous attaquer, rien que cela. Vous pouvez aussi ramener quelques armes que vous leur présenterez pour le combat. Triomphez, madame. Vous l'emportez d'une résistance qui nous priverait du bonheur de vivre avec vous et qui n'aurait assurément pas duré longtemps si toutes les femmes de la colonie ressemblaient à la noble Artémis. Sa raison, sa politesse, ses grâces et sa naissance vous auraient déterminé bien vite. Mais à vous parler franchement, le caractère de Madame Sorbin, qui veut partager avec vous le pouvoir de faire les lois, nous a d'abord arrêtés. Non qu'on ne la croie femme de mérite, à sa façon, mais la petitesse de sa condition, qui ne va pas ordinairement sans rusticité... Mort de ma vie!
Voyez donc ce petit personnage avec sa condition. Je vous dis ce que d'autres ont pensé. On ajoute même qu'Arténis, polie comme elle est, doit avoir bien de la peine à s'accommoder de vous. Je vous conseille de ne pas la fâcher. Quant à moi, je m'en tiens à vous dire de la part de ces messieurs que vous aurez part à tous les emplois. Mais voyez si vous avez encore quelque chose de particulier à demander. Je n'insisterai plus que sur un article. Et moi de même. Il y a une chose qui me déplaît et que je retranche. C'est la noblesse. Je la casse pour ôter les petites conditions plus de ces balivernes-là. Comment donc, Madame Sorbin, vous supprimez les nobles? J'aime assez cette suppression. Vous, Hermocrate? Pardon, madame. J'ai deux petites raisons pour cela. Je ne suis qu'un petit notable et j'ai lu les philosophes. Vos deux raisons auront contentement. Je commande, en vertu de ma pleine puissance, que les nommés Arténis et Sorbin soient tout un, et qu'il soit aussi beau de s'appeler Hermocrate ou Lenturlu que Timagène. Qu'est-ce que des noms qui font des gloires? En vérité, elle résonne comme Socrate. Rendez-vous, madame. Je n'y consentirai jamais. Oui, je suis née avec un avantage que je garderai. S'il vous plaît, Madame l'artisane. Allons donc, camarades. Vous avez trop d'esprit pour jouer les précieuses. Allez donc vous justifier de la rusticité dont on vous accuse. Mais taisez-vous donc! Il m'est arrivé que je vois un enfant qui pleure après son hochet. Doucement, madame Sorbin. Laissons cet article si en litige, voulez-vous? Nous y reviendrons. Mais dites le vôtre, madame l'élu, la noble. Il est un peu plus sensé que le vôtre, la Sorbin. Il regarde l'amour et le mariage. Toute infidélité déshonore une femme. Je veux que l'homme soit traité de même. Non. Cela ne vaut rien. Et je l'empêche. Ce que je dis ne vaut rien. Rien. Rien du tout. Moins que rien. L'homme n'est pas de notre force. Je compatis à sa faiblesse. Pour ce qui est de nous autres femmes, je parle en femmes de petites conditions. Nous autres petites femmes, nous ne changeons ni d'amant ni de mari. Au lieu que des grandes dames, il n'en est pas de même, elles se moquent de l'ordre et font comme les hommes. Oh. Que lui répondez-vous? Le moyen de rien statuer avec cette extravagance. Voilà. Mesdames! Ah! On vient d'apercevoir une foule innombrable de sauvages qui descendent dans la plaine pour nous attaquer. Nous avons déjà rassemblé les hommes. Hâtez-vous de votre côté de réunir les femmes et commandez-nous aujourd'hui avec Madame Sorbin pour entrer en exercice des emplois militaires. Voilà des armes que nous vous apportons. Moi, je vous fais le colonel de l'affaire. Les hommes seront encore capitaines jusqu'à ce que nous sachions le métier. Venez au moins batailler. La brutalité de cette femme-là me dégoûte de tout et je renonce à un projet impraticable avec elle. Allons, mon mari, je te pardonne. Nous allons nous battre côte à côte. Ah!
Je me réjouis de voir l'affaire terminée. Ne vous inquiétez pas, mesdames. On aura soin de vos droits dans les usages qu'on va établir. La représentation de cette pièce, de cette juste utopie, qui n'était jamais qu'une petite comédie destinée à divertir et, souhaitons-le, à ouvrir gentiment les esprits, nous la dédions avec force à toutes les femmes, et spécialement à celles que l'on bat ici et ailleurs, à celles qui n'ont pas encore connu la levée de leur condition d'esclaves, à celles que l'on séquestre derrière des rideaux qui ne sont pas de théâtre, à celles que l'on mutile, le plus souvent au nom d'un dieu, et qui sonnent comme l'aveu de la terrible impuissance humaine. Si les hommes voulaient un jour ne plus se faire la guerre, ils devraient peut-être écouter plus souvent les mères et les épouses aussi, leur laisser la gouverne. Si les femmes depuis longtemps avaient tenu les rênes, partageons le pouvoir avec les hommes sans être reines. Nous sommes le genre humain, même sang, même veine. Si en amour enfin il n'y avait ni chef ni chaîne, qu'un respect réciproque anime de cœur qui s'éprennent, vivrait un vrai partage quand chacun se libère. Si les femmes depuis longtemps avaient tenu les rênes. Merci à vous d'être venus. Merci à tous les interprètes, les 50 stagiaires qui sont venus rejoindre cette mise en scène, les 5 comédiennes qui ont créé ce rôle dans une première mise en scène il y a 13 ans et qui sont revenues la remettre en jeu et la travailler avec les autres stagiaires et les 2 comédiens qui ont rejoint aussi ce spectacle, celle qui jouait Olympe, celui qui jouait Hermocrate. Et bravo aux 3 jeunes stagiaires qui jouaient Percinet et Lina. Il y aura une deuxième Lina demain, je vais revenir. Ce spectacle n'aurait pas eu lieu sans le soutien du V-Théâtre, de tous ces bénévoles, de la municipalité de Vey qui l'a soutenu ce projet dès le départ, et de la communauté de communes de Nozay qui nous a aidés aussi sur cette démarche de pouvoir faire en sorte de conjuguer la pratique amateur et professionnelle et de pouvoir présenter des textes aussi forts au plus large public. Et le département qui nous soutiendra sûrement dans quelques semaines. La soirée n'est pas forcément terminée pour vous ni pour nous. Il y a, comme vous l'avez vu en arrivant, un bar, il y a même de quoi se restaurer. Et les comédiens, les interprètes vont aller se changer, pourront vous rejoindre et vous pourrez discuter avec eux. Merci encore de votre accueil. Bravo.